Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Je vous l'avais promis, on va revenir un petit peu sur Kung Fu Panda à travers, je pense, une très longue vidéo, donc premier opus sorti en 2008 de Mark Osborne et John Stevenson avec un casting vocal super impressionnant, Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Ian McShane, Lucy Liu, il y a beaucoup de personnes. C'est un film qui a coûté 130 millions de dollars, il en a rapporté 631 dans le monde avec un bon accueil. Il dure 1h32 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h32 ? Un bon gros panda fan d'arts martiaux, serveur dans un restaurant de nouilles, est élu par accident pour accomplir une prophétie, devenir le guerrier dragon. Il va apprendre le kung-fu auprès de Maître Shifu et des 5 cyclones. Ça a été une très bonne surprise. Je n'attendais absolument rien. Je ne l'avais pas vu au cinéma. Et pour cette critique, j'ai aussi trouvé des textes sur internet très intéressants qui remettent un petit peu en perspective le film. Il y aura du spoil, je vous le dis tout de suite. Tout est dans le titre. Déjà d'emblée, c'est si dur en fait déjà d'imaginer de base un bon gros panda pratiquer les arts martiaux. C'était une idée venant, semble-t-il, d'un exécutif, Michael Chalance. Une idée parodique au départ. Mais on met alors plutôt en avant l'archétype du voyage du héros en place. C'est un archétype scénaristique bien codé que nous retrouvons appliqué dans ce premier film. C'est une surprise mais sans en être une. C'est une histoire, c'est-à-dire sans surprise, elle est classique. L'initiation d'un héros, le panda s'invite dans une intrigue principale qui est de trouver le guerrier dragon. Il est hors du scénario, comme il est hors de l'arène, et il est catapulté à l'intérieur. On est aussi mal à l'aise que lui quand il est désigné comme le guerrier dragon, avec une musique épique de victoire alors qu'il casse la chaise à porteur. Mais passé ces premiers moments, le film sait où il va, et la mythologie est installée. La structure du premier opus est très étrange parce qu'on a l'impression que c'est une structure classique sur la formation de Po. Souvent, la formation ne tient qu'un certain temps, mais ici elle prend tout le film, du début jusqu'à la fin. Et en cela, le film est original. Le film entier est un entraînement géant, et la formation finale est d'affronter non seulement son maître Shifu, mais aussi le plus fort apprenti de Shifu, c'est-à-dire Tai Lung, la menace Tai Lung aussi dévoilée très rapidement, et surtout, on en parle sans le voir. Et ça c'est important parce qu'on déploie le charisme du méchant en relatant ses hauts faits et son passé. On crée une menace, on en parle pour préparer le spectateur à quelque chose d'énorme. Et on montre Tai Lung comme une menace alors qu'il est sous contrôle dans le film. Il est dans une prison très sécurisée et on nous le montre quand même comme quelqu'un de redoutable. Il est menaçant parce qu'il est dans une prison incroyable pour le maintenir sous contrôle. Le premier film donc s'apparente à l'aventure du héros, la montée du héros, son entraînement. On peut après mettre la remise en question de ce héros dans le deuxième opus qui est sorti en 2011 et pour le troisième opus qui arrive cette année en 2016, le retour du héros à des origines, le retour avec quelque chose en plus qu'il a atteint. Au-delà de cette perspective de structure au niveau du scénario, le film cible les enfants ou les jeunes adolescents. C'est pour la famille. Aucun film d'animation n'est ni juste pour adultes, ni juste pour les enfants. Mais le film n'engage peut-être pas l'adulte de la même façon que d'autres films d'animation. J'ai entendu parler de films où l'on éteint son cerveau. Je trouve que c'est un peu une connerie, comme si on arrêtait de penser pendant un film. Non, le film continue de nous faire travailler. Quand nous avons des émotions, notre cerveau travaille, tout comme quand vous vous prenez la tête avec une intrigue. Typiquement, Transformers, votre cerveau travaille et vous envoie des informations qui vous amènent après à accepter ou non le film. Donc forcément, vous travaillez, vous pensez le film et vous êtes ému par certains moments. Et c'est le cas aussi de Kung Fu Panda. Alors bien sûr, les films de DreamWorks ont des morales, des choses plus proches des enfants. Soyez vous-même. Le message est que on ne paraît peut-être pas être le meilleur, mais avec du travail, on y arrive. Si on a l'attitude et qu'on veut apprendre, on peut aller loin.
Il y a aussi l'amitié. J'ai beaucoup aimé justement le premier Madagascar pour cela, mais je n'ai pas vu encore les autres. Mais Kung Fu Panda cherche à montrer quelque chose d'assez énorme. Les réalisateurs sont restés fidèles au fond commun des philosophies orientales. La non-dualité, l'homme doit se consentir au cosmos. L'univers en a décidé autrement d'écart Oogway face au choix de Po. L'achèvement et la paix se trouvent dans la découverte de sa propre essence. C'est en acceptant d'être ce qu'il est, un bon gros panda, que Po vaincra Tai Lung. Ses points de vulnérabilité sont aussi inaccessibles à l'acupuncture de Maître Mante qu'à l'adversaire qui rebondit sur lui. Et c'est en même temps un film d'arts martiaux, sérieux, mais avec des personnages comiques, selon le co-réalisateur John Stevenson, en parlant sans doute des films de Jackie Chan. En disant ça, en fait, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Ces gens, ils sont comme moi. Ils ont vu ce qui est passé chez eux depuis la Chine. C'est-à-dire des films d'arts martiaux avec Jackie Chan et des films ultra esthétiques de Zhang Yimou au début des années 2000. Vous savez, des films comme Hero, des films comme Tigre et Dragon de Ang Lee ou des films comme Fearless, Maître d'armes avec Jet Li. Et l'aspect comique autour du Kung Fu a été confirmé par le succès de Crazy Kung Fu, de Stephen Chow par exemple. Donc je pense que au-delà d'un aspect peut-être un peu trop simple que vous pouvez voir, il y a un gros mélange de culture et de façon de voir le kung-fu dans ces films en fait. Et cela donne des combats qui sont vraiment ouf. Je me rappelle du combat sur le pont, c'est ultra impressionnant, et celui avec Shifu aussi. Le combat pour le dernier ravioli chinois, c'est super cool comme séquence. C'est une série de séquences d'action qui sont franchement efficaces, dans lesquelles les combattants ne semblent décidément jamais se blesser. Ils tombent d'une hauteur incroyable, mais n'ont jamais une égratignure. C'est en cela que on peut répondre peut-être à cette attaque que le film s'inspire de la comédie slapstick. C'est un style de comédie où l'humour est basé sur la violence physique, mais un truc assez exagéré. Le film revêt alors un costume caoutchouteux. On perd la notion de danger dans ce cas-là. C'est en cela que le film est pour les enfants. Po contre Tai Lung, c'est un peu un combat à la Jackie Chan. Le combat de l'évitement, l'utilisation du décor et des objets, tout en créant quand même un combat aux teintes comiques. Un mix entre comédie, drame et arts martiaux. Je crois aussi que c'est ce qui a plu à Jackie Chan, c'est que ce sont des histoires de comédie et d'arts martiaux. Et lui, il en a fait énormément. Ça reste aussi, par moments, un film émotionnel. Quand le maître Oogway parle « Demain est un mystère, aujourd'hui un cadeau ». C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. De quoi méditer quelque temps. Mais il y a aussi une vraie dramatisation vers la fin du film. La fin avant le générique, qui est peut-être un peu abrupte. La révélation de la soupe et de l'ingrédient secret est super bien trouvée à la fin du film. Il n'y a pas d'ingrédient secret, c'est en nous. Est-ce qu'il y a une prise de risque ? Non. Sur la représentation de la Chine, la narration, le héros. Mais le fait qu'il n'y a pas eu de prise de risque ne veut pas dire qu'il y a eu une limite. Une limite par rapport à quoi ? À un risque ? Mais qui peut définir le risque qu'ils ont pris ? Personnellement, je trouve qu'ils ont pris des risques, tout en évitant des clichés qu'on retrouve dans ce genre de film. Mais on ne peut pas tous les éviter. Si on le compare, bien sûr, à d'autres films d'arts martiaux, on rend compte de la culture chinoise, presque un peu mieux que Mulan même. Au moins, ils foutent pas des armures japonaises dans le film. Il honore ses promesses. Avec ce film, on voit que le film de Kung Fu refuse de mourir. Je crois que ça s'appelle le Wu Champion, je le prononce très très mal. Le film guerrier, le film de héros martial. Il y a une page Wikipédia française, mais pas anglaise, très curieusement. Mais il y a des ouvrages français à ce sujet si ça vous intéresse, il y en a. Et dans ce type de film, on a un univers bien fantaisiste, avec un personnage qui a créé le Kung Fu, soi-disant Oogway, une tortue qui vit dans un village de la vallée de la paix, avec des lapins, des oies et des cochons. Des animaux que nous voyons dans l'imagerie chinoise, des animaux du zodiaque chinois, il me semble, le tigre, le cochon, le lapin, le singe aussi. Des animaux anthropomorphisés, tradition Disney. L'acteur Jack Black joue notre héros. Il porte le film Po, c'est nous, c'est l'occidental, c'est l'américain, qui aspire à plus qu'à son job de merde.
On présente un personnage, on ramène aussi à l'obésité de beaucoup de personnes aux États-Unis, on montre aussi la maladresse du héros, ses rêves aussi, pour séduire le spectateur, forcément attendri par ce personnage naïf. DreamWorks savent introduire leurs personnages. Mais il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas. Quel est le lien entre Po et Ping, le père gérant le restaurant de nouilles? J'aime beaucoup cette voix qui est un peu un boulet. Un père très aimant, mais assez collant, qui aime son fils, c'est super touchant. Po, bien que maladroit, est sympathique et rigolo. Un personnage aux rêves simples, à la vie simple, bercé par un rêve, une inspiration lointaine, mais montré visuellement dans la profondeur de champ, comme dans l'analyse que je vous avais faite sur Mulan. Il y a l'objectif qui est dans la profondeur de champ, qui est au fond du plan. On commence avec un prologue en dessin traditionnel. On parle de la légende liée à Po, comme on va avoir dans le second opus aussi. Mais ce n'était qu'un rêve d'un pur fan qui veut imiter la légende, mais qui n'y arrive pas. Po, c'est un peu le geek des arts martiaux, catapulté en sauveur local. On le met, au début, dans une situation complètement improbable. Mais il connaît plein de trucs, comme certaines prises, la prise du doigt mouchi, et les objets légendaires quand il entre dans le temple. On passe la moitié du film à questionner le statut de Po. Il doit trouver sa place dans le kung-fu. Et on gère les conflits du personnage. Mais ce seront surtout des conflits qui vont être étendus dans la suite des aventures. Des conflits intérieurs, qui il est, d'où il vient, est-ce qu'il s'agit du guerrier dragon ou non ? Il y a tout un questionnement quant à l'identification par rapport au kung-fu, par rapport à ses origines de Po qui est super intéressante à voir comment ça s'entremêle comme ça dans le film à travers des séquences toutes simples. Il découvre que sa plus grande faiblesse est aussi sa plus grande force. La grosseur de Po défait le dangereux Tai Lung. Dans le traitement des personnages, on voit aussi toute la hiérarchie du maître de l'élève, Ogway qui a enseigné à Shifu, qui a enseigné à Po, ainsi qu'aux autres 5 cyclones. Ogway, c'est la tortue trop sage, trop calme. On en vient à se demander si Ogway est super sage ou extrêmement sénile. Comme généralement dans beaucoup de dessins animés pour les petits, il n'y a pas de surprise. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas divertissant. La scène où Ogway part est très très belle, porteuse d'un très beau message sur l'éducation aussi, sur la patience d'un maître, sur son élève dissipé et pas très adroit. Et on voit Shifu aussi comme un disciple quand il est avec Ogway, alors qu'on le voyait jusqu'alors comme un maître. Shifu est tenté par son passé, il a une sévérité et une mélancolie. Il est super excédé par Po, ça c'est sûr. Il doit s'occuper d'un étudiant qui n'a pas la foi. Le thème de la découverte de soi-même est au cœur du premier film, puisque le premier film, je vous le rappelle, c'est un entraînement intégral sur la personne de Po. Il est forcé de chercher à l'intérieur de lui pour trouver les ressources nécessaires afin de développer son kung-fu. Shifu refuse et veut le virer, puis il est forcé à croire. Il y a un rapport maître-élève qui est complètement stimulant, je trouve. Quant aux 5 cyclones, on voudrait les voir un peu plus. Ils sont peu individualisés, ils sont en groupe. Chacun des cyclones a bien des petites particularités, aussi bien en combat qu'en caractéristiques. Tigresse, par exemple, est pas mal individualisée. Elle considère Po comme la honte du kung-fu. Elle lui lance de ses regards. Quant à, par exemple, Jackie Chan, il joue un petit rôle, mais par son implication dans le projet, il permet d'approuver en quelque sorte le film et de faire venir aussi des Chinois en salle. Mon impression est qu'il est plus pour le marketing auprès de la Chine que pour vraiment jouer une performance vocale. Mais ça n'empêche pas d'avoir un personnage bien sympathique. Tai Lung, quant à lui, est le mauvais élève. On nous le tease pendant toute la durée du film jusqu'à le voir en action très spectaculaire. Ian McShane joue une sorte de variation de Jeremy Irons dans Le Roi Lion. Le film est bourré de symboles qui scandent l'évolution du héros. Le panda a changé, mais il reste le même. C'est la chute du héros, la traversée du désert avant la remontée, retour du héros avec ce qui lui manquait, la formule pour devenir le guerrier dragon. Il y a un humour qui est lourd, une dédramatisation constante. Il y a des critiques qui attendaient un peu du Cusco concernant Kung Fu Panda. Mais le film n'est pas là pour faire du Tex Avery à la Chuck Jones.
Et ils ont par contre esquivé les blagues et les références pop culture de Shrek. Mais c'est un humour des dédramatisations. Mais étant donné qu'il y a tellement de variantes de blagues qui nous ont amorcées, visuelles ou au dialogue, eh bien je pense que nous pouvons trouver sûrement des choses qui nous font rire. Par exemple, moi c'est la blague de fin. Quand il a affronté Tai Lung, il l'a vaincu, et donc il revient au temple pour voir si son maître est encore vivant. Et il y a le maître, voilà, qui est très affaibli et qui dit « Ah, tu as rétabli la paix dans la vallée, dans mon cœur, je te remercie. » Après il commence à fermer les yeux, et il y a Po qui dit « Oh maître, mais ne mourrez pas !» Et tout d'un coup, il y a un gros plan sur le maître qui dit « Je suis pas en train de mourir, crétin !» Ça, c'est la musique qui se coupe brutalement. Ça m'a fait vraiment marrer. Alors là, c'est tellement soudain et imprévisible, parce qu'on casse le code à ce moment-là. Parce que souvent, ce genre de scène, c'est des choses très dramatiques, très travaillées et très classiques. Et tout d'un coup, on te le court-circuite. Il faut que ça soit bien amené, parce que les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris exactement la même valeur de cadre que pour le discours dramatique déclamé juste avant la phrase de Po. Donc on croit qu'en fait, on est dans la continuité, mais tout d'un coup, on nous le court-circuite avec un truc qui n'a rien à voir. Et ça, c'est, je trouve, diablement efficace. Je vais vous livrer maintenant une interview, on va dire un condensé, un résumé de John Stevenson, donc un des co-réalisateurs. C'est une interview qui était très longue, mais je trouve qui est très intéressante et qui pourra peut-être, vous donner un autre aspect du film, et surtout un aspect en termes de production du film. Il parlait de certains corps de métier, comme par exemple Head of Story. J'avais du mal à voir ce que c'était, parce que je l'ai vu souvent chez Disney, The Head of the Story, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est une personne qui a une idée de l'apparence de l'histoire. Et c'est important parce que on peut se perdre très facilement dans des petits détails et ne plus savoir vraiment comment tout peut s'imbriquer ensemble pour faire quelque chose de cohérent. Et donc, à la tête de l'histoire, on a Jennifer Hugh Nelson, qui est la personne qui va s'occuper du deuxième volet à la réalisation. C'est elle qui fera Kung Fu Panda 2. Et en termes de leader de l'animation, eh bien c'était un Français qui a fait des arts martiaux pendant 20 ans. Donc ils avaient vraiment quelqu'un qui savait comment mettre en scène et surtout comment dessiner les figures du Kung Fu. Ils pensaient en fait au départ discuter avec Jackie Chan et Yang Wang-ping pour chorégraphier les scènes d'action, mais ils ont travaillé d'une façon assez spécifique. Parce que ces deux performeurs et ces deux chorégraphes travaillent dans le monde réel, dans un décor, avec des accessoires. C'est tout le cinéma de Jackie Chan. Alors que les animateurs, bien, ils travaillent dans un monde virtuel. Et en plus, ce sont des animaux. Ils ont voulu alors utiliser l'anatomie des animaux. On a des insectes, des serpents, des oiseaux. Ils détaillent pas mal le processus, on commence avec des idées, puis on les storyboardise, puis on commence à faire venir les gens pour enregistrer les voix. Il dit aussi qu'il y a beaucoup d'enregistrements de voix faits avant l'animation. C'est un vrai test aussi pour les acteurs, on teste leur capacité à s'investir. Et il faut bien sûr démarcher pour amener les stars. Et vous avez vu la liste des stars, c'est quand même un gros machin. Et les créateurs ont donc fait une wishlist. Et Jeffrey Katzenberg, à la tête de DreamWorks Animation, s'en occupe quand ce sont des grosses personnes du style Dustin Hoffman ou Angelina Jolie. Dustin Hoffman, c'était un petit peu dur pour lui d'enregistrer. Il n'avait rien vraiment pour être dans la peau du personnage. Et on est très loin du travail gigantesque de Verbinski et de son équipe pour Rango, qui avait une façon de faire l'enregistrement très particulière parce que c'était une vraie mise en scène avec une caméra. Alors que c'est un film d'animation. Bien là, pas du tout. Make Department lui a montré son personnage, bougeant et parlant pour l'aider. Et du coup, en tant qu'acteur studio, il a aussi suivi l'animation. Jack Black, lui, il avait déjà l'expérience avec Shark Tale et L'Âge de glace. Le mec était à l'aise, quelques prises pour l'échauffement et hop c'est parti, ça roulait tout seul. Stevenson parlait aussi de l'improvisation et c'est vrai que ça pose un peu problème parce que, si un acteur peut improviser, l'animation, elle prend du temps. Et on ne peut pas tout changer comme ça sans arrêt. Il laissait tous les acteurs prendre des libertés pendant leur enregistrement en pré-production, puis on accorde avec le script. Et après l'animation donne l'impression que c'est spontané. Il parle aussi
en dernier lieu, de son travail avec son collègue Mark Osborne. Il en parle comme d'un mariage arrangé. Osborne avait un passé dans l'animation en stop motion, le sien en art et design. Leur collaboration a été fructueuse dans tous les aspects du film. Osborne travailla avec les animateurs et Stevenson sur le style du film et le département des lumières, là où on créait aussi les couleurs du film. Il ajoute en dernier lieu que convertir le film en 3D, c'était encore une décision du studio, après que le film ait été fait de manière conventionnelle. Il en résulte pour moi un des plus beaux DreamWorks. La séquence d'opening annonce un film d'exception en fait. Et ce choix se confirme dans la suite, un dessin à la main en début de film qui peut ressembler un peu aux ombres chinoises, voire à un dessin animé qu'on m'a déjà conseillé et que j'ai vu dans certaines critiques, Samurai Jack. Je crois que c'est une série. N'hésitez pas à me dire, ceux qui ont vraiment vu Samurai Jack, s'il y a vraiment des points communs entre les openings dessins de Kung Fu Panda, le premier, et cette série animée. Le passage d'ailleurs de la séquence animée à la 3D est, je trouve, super intéressante. Le dessin vient en fait dans des flashs de pensée profondes du personnage, car on l'a aussi chez Shifu. En plus, c'est de l'ancienne technique d'animation pour des sentiments et des pensées qui sont ancrés dans les personnages qui sont anciens. Donc ce sont des souvenirs du passé avec une technique du passé. Ça, c'est une utilisation très ingénieuse du dessin 2D et du film en 3D. Mais uniquement, je pense, quand c'est profond comme passé. Parce que quand Tigresse évoque le passé de Tai Lung, c'est une histoire qu'elle a entendue. Mais en aucun cas, une histoire dans laquelle elle a été vraiment concernée. Elle n'est pas concernée par tout ça, elle ne fait que relater la mélancolie de Shifu. Le générique de fin est aussi très beau. Dans les deux films d'ailleurs. Il y avait un critique sur filmcritique.com, Chris Barsanti, qui disait un classique instantané et fait le lien avec les productions animées de l'âge d'or d'Hollywood. Je suis assez d'accord, c'est vraiment un film assez impressionnant. Je parle souvent de clarté de la mise en scène. Il y a un exemple assez clair en fait. Ogway et Shifu se demandent qui est le guerrier dragon. Puis au plan suivant, qu'est-ce qu'on a ? On a un plan, non pas sur le visage de Po, mais sur son ventre. C'est le moteur de son kung-fu. Et voilà, dès les premières 8 minutes, on sait ce qui va arriver, mais on ne le sait pas encore en fait. Mais la caméra et la mise en scène nous le dévoilent déjà. Ça devient inconscient chez le spectateur. On le prépare, voilà, pour quelque chose qui sera dévoilé très loin dans le film. Je trouve ça vraiment très intéressant et ça amène justement cette clarté dont je parle. Comme souvent, les réalisateurs et toute l'équipe sont allés en Chine pour visiter les écoles d'arts martiaux, pour faire des photos, faire des peintures. Il y a une influence, je pense, colorimétrique de films chinois médiatisés aux États-Unis comme Hero, Le secret des poignards volants. C'est un témoignage du véritable engouement dans tous les niveaux de la production du film, avec un logo stylisé de DreamWorks. Je pense que quand on a une maison de production qui stylise son logo, c'est que peut-être le film a une valeur particulière pour le studio. Mais c'est un des meilleurs DreamWorks. La réalisation est superbe, avec des scènes de haute voltige. C'est super jouissif, le combat pour la nourriture est dingue. Quand Tai Lung s'échappe de prison, on a l'impression que c'est Tuark qui a fait la séquence. La caméra peut être placée n'importe où, les combats sont vraiment cool, ils sont filmés de manière très lisible avec plein de plans larges, comme les films de Jackie Chan en fait, comme les vrais réalisateurs d'arts martiaux savent le faire. On retranscrit une performance sportive, on montre le corps, on ne fait pas des plans poitrine. Voilà, et ça, les mecs, ils l'ont totalement compris. C'est super bien fait, il y a une maîtrise technique. Peut-être pas des textures, sachant que voilà, l'animation a un petit peu vieilli. Il y a un manque de détails dans les textures par moment. Par exemple avec la tortue, particulièrement avec Ogway. Quand on voit les trailers du 3e opus de Kung Fu Panda 3, on a l'impression qu'il y a des calculs sur chaque poil, c'est super balèze. Mais c'est normal, la 3D vieillit au bout d'un moment, parce que notre œil est habitué à encore mieux. Mais il y a un parti pris de couleurs formidable. On rentre dans l'univers coloré de la Chine, designé par des Américains. Un voyage pour s'approprier les décors, mais réellement, il y a un visuel de carte postale, des images que j'ai trouvées vraiment très belles. Les gens ont encore du mal à casser
cet aspect, cette sensation DreamWorksien. J'ai lu une critique américaine qui parlait de Kung Fu Panda comme la dernière tentative du studio DreamWorks pour capturer les cœurs du marché de la famille. Mais avec ce film, je pense qu'on peut voir en DreamWorks des aspirations à devenir numéro 1 dans le divertissement pour enfants. Et sur le plan de la technique, aussi tout en ayant un rythme soutenu dans leur production, et ça c'est assez bluffant. C'est dingue parce que DreamWorks est quand même le concurrent le plus sérieux de Pixar et pourtant ces films ne ressemblent pas du tout à Pixar. On ne peut pas se tromper, ça c'est sûr. Et j'ai entendu des critiques qui parlent de ce film comme un produit. Pourquoi ? Pixar ne ferait pas des produits mais des œuvres et DreamWorks ferait des produits. Pourquoi ? Ce film serait plus un produit que des Pixar ou autres. Il n'y a pas de passion, pourrait-il me rétorquer, venant de gens qui n'ont absolument pas été dans des studios de DreamWorks pour voir comment les gens travaillent. Je pourrais sortir aussi que les produits de Pixar seraient des produits de studio, des produits corporate, avec le merchandising qui va avec. Alors je crois qu'il faut faire attention à ce que les gens disent. Moi, je suis pour considérer tous les films comme des œuvres. Dans l'absolu, c'est le cas. Mais pas commencer à parler de produits pour les uns et pas pour les autres. Surtout que généralement, les gens qui se permettent de dire ça ne savent pas comment faire des films et encore moins comment faire de l'animation. Il y a un gros casting vocal dans la tradition de DreamWorks, ce depuis le premier film, Le Prince d'Égypte. Alors bon, la VO ne m'a pas dérangé, mais parce que j'ai toujours connu le film en français. Nous avons aussi, pour rester dans le son, une musique de Hans Zimmer et John Powell, très bons compositeurs. Les deux, vraiment les deux, ont fait une superbe BO. Je crois que c'est plutôt évident que Zimmer est toujours le meilleur quand il est en collaboration. De mémoire, je n'ai pas fait de recherche, mais je crois que c'est aussi le premier film depuis Spirit à utiliser le format 2.35. Ça donne tout de suite du cachet au film, et aussi pour les exploitations en IMAX. Il y a eu un petit changement, voilà, pour de magnifiques backgrounds. Je pense qu'en IMAX, ça devait être assez joli. Il est un de ces films qui a ouvert aussi le marché en Chine, même si les scores du premier n'étaient pas faramineux. Il avait bien marché en Chine. Quand on convertit en dollars, c'est pas beaucoup, mais là-bas, c'était un bon score. Le réalisateur chinois Yu Shang, qui avait fait City of Life and Death en 2009, qui était un super bon film, s'explique à ce propos. Il parle de film parfait. Les créateurs américains ont montré une attitude sincère à propos de la culture chinoise. Il continue en disant que, avec le succès du film en Chine, des Chinois ont un peu questionné la qualité des films d'animation de leur pays. Si un film basé sur la culture chinoise créé par les Américains a eu du succès, il y a de quoi se poser des questions. Ça c'est vrai. On va passer à la conclusion là, parce que je crois que la vidéo elle dure déjà pas mal de temps. Quand je regarde un film d'animation, moi, c'est souvent pour passer un beau moment et me détendre. Et je suis généralement quelqu'un d'assez friand des films d'animation, et je suis bien content d'avoir vu ce film, et je suis aussi bien content d'avoir terminé un travail pour essayer de vous rendre compte de l'intérêt qu'on peut porter à ce film-là. Alors je n'ai pas parlé de tout, je vous sors ça comme ça dans pas mal de vidéos, mais je suis désolé, j'ai toujours envie d'aller encore plus loin, de vous proposer quelque chose de plus complet, vraiment un tour d'horizon assez complet du film. Mais je pense que vous aurez un complément avec l'analyse qui va arriver après cette vidéo. Dans quelques jours, il y aura une analyse de séquence sur Kung Fu Panda 1. En attendant, je crois que je vais lui mettre un bon 14,5 sur 20, mais un bien confirmé. Alors là, c'est sans problème. C'est vraiment très bon, c'est très agréable, mais faut pas oublier aussi que c'est pour les enfants. Il n'est pas là pour copier l'ADN de Pixar, on est très très loin de ça. Mais c'est avant tout le début d'une grande franchise, qui a beaucoup de potentiel. Ils avaient quand même prévu 6 films. C'est très prévisible, il y a des choses classiques, par exemple la découverte de soi-même, mais c'est dessiné et narré avec une vraie énergie suffisamment forte pour que les spectateurs les plus âgés puissent lui pardonner ses petits écarts et son aspect un peu enfantin et un peu trop comique. Voilà, j'ai terminé avec cette critique du premier Kung Fu Panda. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film, si vous avez bien aimé ou si vous avez trouvé que c'était une sombre merde. Mais dites-moi vraiment. N'hésitez pas à argumenter. Quant à moi, je vous remercie pour vos retours. Je vous remercie pour toutes vos questions d'FAQ. Je vais traiter ça tranquillement. Après Kung Fu Panda 2, je reviendrai avec des parties d'FAQ. Le temps d'enregistrer et de traiter tout ça.
Voilà, je vous remercie vraiment de votre soutien, je vous remercie de me suivre, vraiment ça me fait très très plaisir. Je dis ça souvent mais je le pense vraiment, hein. Je le pense vraiment. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!